Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au monde agricole d'après. Nous sommes maintenant au Luxembourg, l'un des plus petits États membres de l'Union européenne, avec à peine 2586 km², dont la moitié consacrée aux terres agricoles. Il compte 626 000 luxembourgeois, dont 3 000 travaillent dans ce secteur primaire. C'est peu dire qu'il n'est pas autosuffisant en matière alimentaire. Il est aussi ouvert à la libre circulation des marchandises et des personnes qui doivent aider à cette agriculture. Alors, quelle agriculture véritablement post-pandémie est nécessaire ici, mais aussi dans le reste de l'Europe? Nous allons nous poser la question à travers nos reportages et avec nos grands invités. Et maintenant, nous avons rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Romain Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Ruhlingen, c'est votre village d'ailleurs, très rural. C'est le deuxième pays le plus petit de l'Union européenne, avec des exploitations plutôt de 70 hectares, pas trop grandes. Et vous recevez 56 millions d'euros par an de la politique agricole commune. Mais c'est une agriculture qui est très peu autosuffisante, effectivement, et ça était clair aussi pendant cette crise du Covid. Bon, je crois que surtout la crise Covid a également montré que les chemins courts sont quand même un élément très très positif pour une agriculture. Également au Luxembourg, on a vu un peu les consommateurs qui sont à nouveau allés voir le producteur lui-même pour voir ses produits. Et comme vous l'avez dit, le Luxembourg est un pays qui a une autosuffisance en produits en ce qui concerne par exemple le lait et la viande, encore un peu les pommes de terre et les céréales, mais pour d'autres, effectivement, on est en large déficit, comme par exemple les fruits et les légumes. Et là, je crois que c'était bien quand même d'avoir à tout moment eu cette ouverture de cette chaîne alimentaire qui a quand même eu pour conséquence de nourrir pendant toute cette période sans problème notre population. La prochaine politique agricole commune 2021-2027, on comprend bien que la bataille est engagée entre ceux qui veulent nourrir maintenant, après le Covid, tous les Européens et d'autres qui disent qu'il est temps de passer à une agriculture soutenable et respectueuse de l'environnement. Bon, je crois que ce que vous venez de dire est en quelque sorte la suite des négociations qui ont eu lieu déjà pendant ma première période de ministre de l'Agriculture de 2009 à 2013. On a parlé d'une agriculture verte en quelque sorte, ces piliers verts, ces 30% en quelque sorte dans la politique agricole commune qui pour moi n'ont pas directement eu lieu. Et je crois que cette fois-ci quand même avec toutes les ambitions au niveau européen également de la Commission, avec le Green Deal, mais de l'autre côté également avec cette stratégie de la fourche à la fourchette, également avec toutes les implications du système du changement climatique, je crois quand même qu'on est parti pour avoir une agriculture durable. Monsieur le ministre, vous-même, vous êtes du Parti ouvrier socialiste du Luxembourg. Vous êtes en coalition au gouvernement avec les libéraux, du Premier ministre par exemple Xavier Bettel, mais aussi avec les Verts. Et à ce titre, vous avez décidé d'abolir le glyphosate, très controversé, au 31 décembre prochain, premier de tous les pays européens. On a toujours voté contre les autorisations de glyphosate au Conseil. Et je crois que si on veut rester logique en quelque sorte, on doit également à un moment dire, mais voilà, maintenant le terme est donné pour dire, voilà, c'est défendu d'utiliser le glyphosate sur nos surfaces agricoles. C'est là on l'a fait. Je sais naturellement que c'est également un point très critiqué. Il faut travailler un peu plus en mécanique. Il faut essayer de trouver d'autres moyens de cultiver. Et je crois que c'est tout un processus qu'effectivement, pour l'instant, 65% des agriculteurs ont quand même suivi. Et j'espère que d'autres pays nous suivront. Alors, monsieur le ministre, bien sûr, vous connaissez bien la ville de Schengen. C'est une ville, en fait, luxembourgeoise. Schengen qui rime pour toute l'Europe avec la liberté de circulation des hommes et des marchandises. Et c'est très important, cette liberté de circulation, pour un pays comme le Luxembourg, dont l'agriculture est très ouverte. On regarde tout de suite ce reportage signé de notre envoyé spécial au Luxembourg, Luc Brown. Ici, plus ou moins ici, il y avait une barrière en métal. Et de l'autre côté, la même chose. Et au milieu, il y avait des blocs en béton. Impossible de passer. Cette rivière marque la frontière entre le Grand-Duché et l'Allemagne. Une frontière disparue il y a 25 ans en application des accords de Schengen est redevenue une réalité et un casse-tête pendant 2 longs mois pour Robbie,
agriculteurs luxembourgeois qui possèdent des terres des deux côtés des berges. On parle toujours d'une Europe unie et de tout d'un coup, d'un jour à l'autre, on ferme les frontières. Ça, je ne comprends pas. Un virus ne s'arrête pas ici à la frontière. Le foncier agricole est moins cher en Allemagne, alors des dizaines d'agriculteurs luxembourgeois comme Roby y ont acheté ces dernières années des terres. Durant la crise du coronavirus, l'Allemagne a décrété la fermeture de toutes ses frontières. Mais après plusieurs semaines de négociations, le Luxembourg a réussi à obtenir l'ouverture de 2 points de passage le long des 138 km communs. Pour fouler ces champs allemands, Roby a alors été contraint à de longs détours. Un compromis établi grâce à l'intervention d'élus locaux. Notre population avait peur que tout ce qu'on a vécu les dernières 75 ans était stoppé avec le commencement de la fermeture des frontières. On doit trouver des solutions au niveau européen. On ne peut pas faire ça comme on dit ici au Luxembourg. Sinon, on ne va pas sortir de cette crise qui était une crise au niveau sanitaire, mais maintenant on a une crise économique. Pour soutenir ces 2000 agriculteurs face à la crise, le gouvernement luxembourgeois a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros. À proximité de la frontière belge, la saison des asperges bat son plein. Une culture maraîchère bien développée au Grand-Duché, mais qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Luc Hoffmann emploie depuis longtemps des saisonniers d'Europe de l'Est. Les restrictions de circulation en Europe ont compliqué ses plans. Dans leur absence, nous, on a récolté aussi. Voilà, le travail devait être fait. Nous, on n'a pas l'habitude de compter nos heures. L'exploitant a dû prouver que leur présence sur sa ferme était essentielle. Et finalement, les ouvriers agricoles roumains ont réussi à venir ici fin mai. Il y a eu des problèmes à la douane. La première fois, ils nous ont renvoyés. Mais nous n'avons pas perdu l'espoir et nous avons essayé une deuxième fois. Et cette fois-là, ça a marché. Le Luxembourg compte plus de 200 000 travailleurs étrangers. Des secteurs essentiels comme l'agriculture, l'alimentation ou la santé en dépendent. Tout le monde au Luxembourg a bien compris que sans l'étranger, ça ne marche pas. Quand on va dans le magasin et on regarde dans les rayons, combien de produits viennent de Luxembourg. Le secteur viticole a été particulièrement impacté. Annulation d'événements, hôtellerie et restaurants en Berne. 200 000 transfrontaliers qui n'ont pas consommé, soit un quart de la population du Grand-Duché. La coopérative Vin Moselle est la plus grande du pays. Son chiffre d'affaires a baissé de 25%. On sait que c'est une année compliquée et ce sera quasiment impossible de rattraper le retard qu'on a eu les 2 mois et demi où tout a été fermé. La cuvée phare, au nom évocateur d'esprit de Schengen, a souffert des restrictions de circulation. Oui, on est français, allemand, luxembourgeois, mais en fait, on était européens, on était un ensemble. Là, on s'est rendu compte combien on chérit cette liberté que tout d'un coup, on avait perdue. Et on est heureux de la retrouver maintenant. La fermeture des frontières a laissé un goût amer au Luxembourg, enclavé au cœur de l'Europe, dépendant de ses voisins et de la libre circulation dans l'UE. On a vu l'importance de la libre circulation dans votre pays, 1900 exploitations, 1000 travailleurs effectivement, à la fois main-d'œuvre traditionnelle mais aussi saisonnière, avec cette importance aussi de la main-d'œuvre étrangère. Naturellement, le Luxembourg il a également besoin d'ouvriers saisonniers, même si c'est ponctuel. Hein. C'est surtout dans les vignes, pendant l'automne, c'est parfois également par exemple dans le maniement de la production ou de la récolte des asperges, hein. C'est important. En dehors des ouvriers saisonniers, c'est naturellement des terres arables qui sont de l'autre côté de la frontière. Par exemple, 8% de notre surface agricole ne se trouve pas au Luxembourg, mais se trouve soit en Allemagne, soit en Belgique, soit en France. Et c'est pour ça que c'était essentiel qu'on a quand même assez bien communiqué avec nos ministres collègues d'Allemagne, de France et de Belgique pour avoir cette autorisation de travailler à tout moment dans ces surfaces agricoles qui étaient de l'autre côté, entre guillemets, de la frontière. Merci Monsieur le Ministre de cet entretien. Alors nous partons maintenant vers le deuxième bénéficiaire de la politique agricole commune, c'est-à-dire tout au sud de l'Europe. Il s'agit bien sûr de l'Espagne. L'Espagne qui a été fortement impactée par la crise du coronavirus, touchée dans sa chair, mais aussi dans son agriculture. En particulier, les secteurs très traditionnels comme l'huile d'olive, l'agneau ont beaucoup souffert, comme nous le montre notre correspondante Anaïs Guérard avec ce reportage. Comme tous les jours, Emilio, pasteur, veille sur son troupeau. La pandémie ne lui a offert aucun répit. Pourtant, il souffre déjà des conséquences économiques du coronavirus. Nous faisons un métier très dur où l'on ne compte pas nos heures. Mais à présent, nous avons besoin d'aide.
Le gouvernement nous a promis 10 millions d'euros. À l'échelle du pays, ce n'est rien du tout. Avec l'arrêt de la restauration, le cours de la viande d'agneau, un produit à forte valeur ajoutée, a plongé. Allez, rentrons dans la chambre froide. À l'image du reste de la filière, cet atelier de découpe tente de survivre malgré la baisse de la demande et la chute des prix. L'éleveur perd de l'argent, nous, on perd de l'argent. Sans les aides européennes, nous allons tout droit à la ruine. Aujourd'hui, tout ce que l'on produit, on ne le vend pas, alors on le congèle. La congélation a été la solution choisie par cette entreprise pour préserver l'activité de ses employés. Si elle fait perdre de la valeur au produit, Félix compte sur l'aide au stockage de l'Union européenne pour sortir la tête de l'eau. Je pense que cela va nous sauver, car si nous ne recevons pas d'aide, il y aura un moment où nous ne pourrons plus payer nos éleveurs. Un peu plus au sud, nous prenons la direction de Raen. Ici, les oliveraies s'étendent à perte de vue. La région produit 20% de l'huile d'olive consommée dans le monde entier. C'est une huile très aromatique, très herbacée. Aux côtés de l'un des plus anciens producteurs d'huile d'olive, Vincent, commercial et intermédiaire, s'apprête à relancer son activité. Les ventes se sont effondrées dans tous les secteurs. Il y a eu une chute drastique de 85% des ventes. Nous, on se dédie totalement à l'hôtellerie et c'est une crise qu'on n'avait encore jamais connue. Oui, mais la vente en ligne, elle a vraiment augmenté. Francisco a amorti cette chute grâce à un marché tourné vers l'export. Mais il déplore un manque de coordination au niveau européen. Encore une fois, nous avons manqué de normes que l'on puisse appliquer dans tout l'espace européen. L'Espagne a un système de gestion différent de la France ou encore de la Belgique. S'il estime avoir été pénalisé par le confinement très strict de l'Espagne, Francisco va de l'avant. Suivant le chemin de la nouvelle PAC, il entame une transition durable. On n'utilise aucun pesticide, alors on débroussaille. Un pari payant, 15% des revenus de l'entreprise proviennent des aides PAC. L'Europe est la grande locomotive qui peut nous emmener vers le développement durable. Et cela se fera main dans la main avec les agriculteurs. Je crois que cette crise met en évidence que les aides de la PAC doivent augmenter et non diminuer comme on le planifie. L'an passé, la PAC avait souffert d'une baisse de 5% de son budget global au profit d'autres secteurs comme la sécurité. Malgré une rallonge annoncée dans le plan de relance européen début juin, les moyens sont toujours trop peu ambitieux aux yeux du monde agricole. Et nous recevons maintenant le commissaire européen à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, un Polonais. Bonjour, monsieur le commissaire. Le Covid-19 a frappé durement. Vous avez décidé de porter l'allocation de la politique agricole commune à 391,4 milliards d'euros pour la période 2021-2027. La prochaine période, c'est en prix courant. La PAC, elle représente un tiers du budget européen et ça n'est pas suffisant selon le Parlement européen. Qu'est-ce que vous répondez ? Je me rappelle de ma rencontre avec des agriculteurs français à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris au mois de février de cette année. Beaucoup de ces agriculteurs et leurs syndicats étaient inquiets du budget de la prochaine PAC parce qu'ils sont confrontés à énormément de défis qu'ils doivent surmonter. Et ils considéraient que le soutien financier n'était pas suffisant. Tandis que désormais, la proposition de l'UE a été considérablement améliorée. Cela représente 26 milliards d'euros supplémentaires depuis la pandémie, c'est-à-dire 2% de plus par rapport à la perspective financière pour les 7 prochaines années initialement prévues. Je crois donc que ce budget satisfera nos agriculteurs. Mais les défis sont énormes. C'est vrai.
D'accord. Il y a aussi la question de l'orientation de cette politique agricole commune. Les ministres de l'Agriculture des 27 veulent une étude d'impact de votre stratégie de la ferme à la table et biodiversité, car ils craignent une concurrence déloyale des importations de produits alimentaires venant de pays tiers qui ne respecteraient pas les nouveaux standards environnementaux européens. Le programme de la ferme à la fourchette, ainsi que le programme sur la biodiversité, sont une chance et une opportunité pour l'agriculture européenne. Surtout pour les exploitations de petite et moyenne taille, les exploitations familiales, au cœur de notre modèle européen. C'est une opportunité parce que nous allons soutenir plus d'agriculture durable, plus de fermes durables, plus de production durable. En ce qui concerne les importations, nous allons également défendre la production durable dans tous nos accords et traités commerciaux. Nous allons exiger les mêmes standards de la part des importateurs et donc je crois que cela représente une grande opportunité. Bien entendu, nous allons devoir faire une étude d'impact de ces deux stratégies de verdissement et de leur mise en œuvre, en termes de sécurité alimentaire pour l'Europe, mais également de compétitivité mondiale de nos agriculteurs. Merci, Monsieur le Commissaire, de cet entretien. Voilà pour les grandes questions sur le futur de l'agriculture soulevées par cette pandémie. Nous avons vu les réponses des institutionnels dans la première partie. Rendez-vous dans une seconde partie pour entendre des vues plus contestataires sur le sujet, toujours au Luxembourg, juste après la pause.